En Algérie, le régime militaire devient fou. Au Maroc, la campagne de vaccination se déroule comme une horloge suisse. Et à Tanger, plus jamais ça. Bienvenue dans Hashtag au début. Le roi Mohamed VI est clair, net et sans embâche. Ce qui s'est passé à Tanger ne doit plus jamais se reproduire. Et ce qui s'est passé, c'est 28 morts dans un atelier de textile. Ziad, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, tout à fait, Tarek. Donc, malheureusement, tous les ingrédients étaient présents pour que ce drame se produise. Donc, d'abord, un atelier où les normes n'étaient pas totalement respectées. Et aussi, tout cela aurait pu être évité. Surtout que 28 morts, c'est énorme. C'est énorme. Le drame de Tanger, est-ce qui s'est réellement passé? Le récit en images. انا كنطلع هذا الشغل شويه جا عادي اللي عندي قال لي نهيله بدات ديك الشتا شويه شطح قال لي قال لي نهيله بنتي ما طلعش في ديك الشتا هذاك انا غنجيب لك المظل من الاداره جاب لي المظل بقيت طالعه هيداك بالشغل عامله المظل المهم انا هيدا المهم طلعت الاولانيه الثانيه وصلت الساعه قالوا لي شحال خرجت الساعه قلت لهم خرجت قاده وقاده صافي بديت الساعه الثانيه بدينا ديك الساعه الثانيه ديك نص ساعه هيدا بدينا ديك نص ساعه هيدا شويه ديك الماء فاط ملي بدا يفيض الماء ميكانيسيان جا ما عرفتش كيف شفت بليت كنت هواده نجيب الشغل انا وقفت في الدرج ملي وقفت في الدرج ديك المهود هيدا بزاف انا ما نكذبش عليك انا بديك الخلعه هذيك بقيت فوقي شويه حتى فوقي طلع الماء ملي طلع الماء كانت واحد كريف وهيدا طلعنا فيه شي 10 بينا هيدا طلعنا من فوق ديك السطاره بقينا كنغوتوا هيدا الناس حي كيشوفوا فينا وهذا صحاباتي كانوا اللي كانوا فوقي شويه تعتقوا نساحيت كانوا بزاف صحابتي كانت معايا كنت كنعاود لها بزاف المهم مشات كنا كنتغداو انا وياها وهذا المهم قدر الله هادشي اللي كاينه المهم بقيت كنغوت هيدا يسرى مشات داك الفيضان دخل على غفله يعني هو لتحت وطلعت للفوق يعني صافي هادشي اللي نقد انا نقول لك انا كانت واحد الشده ديال فوق الطواليطه طلعت فوق منها صافي تما يعني بقيت واقفه تما والناس تموت لتحت وبقاو فيا كلشي ما بقاوش فيا غير راسي بقاو فيا عندي صاحبتي تما وهذوك كلهم خوت يعني حنا خدامين تما بحال الخوت ماشي يعني واحد كل واحد شنو تاعو بحال الخوت تنتعاملوا بحال الخوت وتا هاد السيد اللي خدامين عنده يعني لا عمرها سلعه ما تيحسبش هذوك خدامه تيحسبهم خوتو. Mehdi, ce qui s'est passé a forcément suscité des réactions de la part des autorités. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comme a dit Ziad tout à l'heure, tout ça aurait pu être évité, sachant qu'il y a des normes qui existent. Il suffit juste de parcourir le code du travail, tout ce qui est normes de sécurité et d'hygiène, c'est clair. Dans le code du travail, c'est en sachant qu'il y a bien eu des rumeurs qui ont circulé et qui voulaient que cet atelier soit clandestin. Or, il n'était pas si clandestin que ça. Non, pas du tout. Il avait tous ces papiers étaient en ordre. Maintenant, c'est l'application concrète des normes, c'est-à-dire elles sont sur le papier théoriquement, mais est-ce que les autorités veillent à ce qu'elles soient respectées concrètement sur le terrain avant d'autoriser ces établissements à ouvrir? Mais juste derrière, il y a bien eu des choses, des fermetures d'usines, n'est-ce pas? Oui, exactement. À Casablanca, il y a eu plusieurs unités qui ont fermé, à Salé, mais est-ce que c'est vraiment la solution? Maintenant, ça relance le débat de tout ce qui est norme au Maroc. Maintenant, est-ce que c'est pas à l'État de jouer un peu le rôle d'accompagnateur, d'aller voir ce qui existe actuellement et de assainir et de les mettre aux normes? Et je pense que cela ne doit plus se produire. Pour l'instant, une enquête est en cours et en attendant ses résultats, le roi a donné ses instructions. C'était jeudi dernier en Conseil des ministres. Sa Majesté a réitéré ses hautes instructions au gouvernement quant à la nécessité d'une action entre les différents secteurs concernés et la mise en œuvre rapide et sérieuse de cette vision, ainsi que la prise de toutes les dispositions juridiques, réglementaires et procédurales nécessaires et à travers l'ensemble du territoire national afin d'éviter la reproduction de tels incidents douloureux. Et douloureux, ça l'était bel et bien. Ce qu'il faut régler est d'urgence. Voici l'avis d'un expert. Je pense qu'il y a deux types de raisonnement à entreprendre. Il y a un raisonnement dans l'immédiat, c'est-à-dire de durcir et de généraliser les inspections sur l'ensemble des unités industrielles pour pouvoir, bien sûr, s'assurer que le minimum en matière d'hygiène et en matière de sécurité est garanti. Dans un deuxième temps, et ça c'est à moyen et long terme, il faut le reconnaître, il faut imaginer un package d'incitation qui permettrait à ce type d'unités industrielles de ne pas être logés là où ils sont, là où il y aurait un problème de sécurité ou même vraiment un problème en moyen long terme, parce que une unité industrielle en plein quartier populaire ou en plein quartier résidentiel
provoque et bien sûr représente un risque. Et nous pouvons très très bien imaginer des petites unités artisanales qui présenteraient pas de risque majeur pour la population. Il faut imaginer un package d'incitation qui permettrait d'exonérer le capital investissement, le capital humain, et permettre de faire disposer les unités de logistique ou de plateformes logistiques appropriées pour pouvoir opérer avec des minimums, avec des règles bien sûr de sécurité. L'informel, c'est deux types et deux catégories d'informel. Il y a l'informel vivier. Là, je suis d'accord avec vous. Il faut trouver une solution, des alternatives claires pour permettre à un secteur informel qui vit de cette activité et dont le formalisme et le caractère, entre parenthèses, formel et rigide bien sûr des lois dissuasives, et on estime que c'est un coût exorbitant sur le plan fiscal, sur le plan social, et de ce fait-là, il faut imaginer des alternatives qui permettraient à de tels plutôt informels de s'inscrire dans le formel et de encourager les initiatives qui ont été bien sûr lancées. Maintenant, pour l'informel, je dirais culturel. Parce que l'informel, parfois, ça se transforme en culture d'entreprise. Là, il faut sévir. Il faut sévir. Mais avant de sévir, il faut, à mon avis, étudier très bien le phénomène. Et c'est là où nous parlons parfois de compétitivité, de compétition. Les unités industrielles opérant dans le formel finissent par opérer des pratiques informelles devant la concurrence déloyale du formel vivier et à l'international, où la pression de la compétitivité ou de la compétition, et puis la baisse des facteurs de production, les facteurs du capital, et parfois le soutien des États, parce qu'il ne faut pas oublier que certains États soutiennent leur industrie, contrairement au regard bien sûr du caractère limité de nos ressources financières. Je parle des finances publiques. Là, il faut étudier le phénomène de façon très, très, très minutieuse, imaginer des alternatives et des réponses, mais puis par la suite, il faut sévir. Parce que lorsqu'on décide de façon préméditée de ne pas respecter la loi, je suis désolé, les lois sont faites pour être respectées. Ils sont devenus fous. Ils, ce sont les généraux algériens qui règnent en maître absolu sur ce pays voisin, au mépris de tout un peuple, et qui a utilisé les moyens les plus exécrables, à coups de fake news notamment. Ziad, que se passe-t-il exactement en Algérie? Exactement, Tarek. Rien ne va plus en Algérie. Donc, les dirigeants du régime algérien n'arrivent plus à trouver comment calmer la grande populaire, et donc c'est à coup de fake news, de déclarations un peu fortes. On a même l'impression que la question du Sahara, en l'occurrence, est devenue une cause nationale en Algérie. Exactement, la question du Sahara, c'est une cause nationale, et c'est pour ces dirigeants du régime algérien, c'est la seule façon un peu de se dédouaner un peu de leurs responsabilités et de tourner la grande populaire, faire d'autres axes. Malheureusement pour eux, le peuple algérien n'est pas dupe, et il voit très très bien le jeu que leurs dirigeants leur montrent. En sachant que les faits sont têtus, c'est-à-dire qu'aussi bien politiquement, économiquement que socialement, l'Algérie est au bord du naufrage, n'est-ce pas? Tout à fait. D'ailleurs, les prix des hydrocarbures n'aident pas. Il faut savoir que l'Algérie repose entièrement et essentiellement sur les hydrocarbures pour son économie. D'ailleurs, il y en a même qui disent que l'Algérie n'est plus un pays pétrolier à proprement. Oui, tout à fait. C'est bien le ministre en charge des projections économiques qui le déclare, Cherif Belmehhoub. Donc, pour lui, l'Algérie n'est plus un pays pétrolier. La source de tous les problèmes en Algérie, c'est Khalil Hachimi Idrissi, patron de la MAP, l'agence d'information marocaine, qui le résume dans un éditorial. Khalil Hachimi, justement, écrit que la présence au pouvoir de vieux généraux illégitimes, spoliateurs de l'indépendance du pays et de ses ressources, rejetés massivement par la population, est au cœur de tous ces problèmes-là. La voix de l'Algérie n'est donc plus audible ni crédible. La situation actuelle en Algérie, voici l'éclairage de Mustafa Shimi, notre consultant expert en Algérie. En gros, on peut résumer la situation politique en Algérie sur la base de ces trois paramètres. Un, il y a un gros problème de coordination et d'union au sein de l'armée, avec des purges, avec des règlements de compte et avec l'absence de leadership au sein de l'armée. Le chef d'état-major actuel Chendriha n'a pas d'autorité, lui-même se retrouve dans une équation qu'il ne maîtrise pas, avec des généraux relevant de divers clans, parce que ça aussi, c'est un élément à prendre en considération. Deuxième élément, comment cette armée des généraux va s'organiser pour s'insérer dans une éventuelle équation politique. C'est le problème de ses rapports avec le chef de l'État Tebboune, lui-même qui est dans une situation difficile. Puis troisième point, comment toutes ces combinaisons et ces tractations, si elles ont lieu, si elles aboutissent à quelque chose, peuvent répondre
aux revendications sociales et au mouvement Hirak qui va fêter son deuxième anniversaire dans quelques jours. Donc nous sommes là dans des situations extrêmement compliquées. J'ajoute deux autres éléments. Premier élément, c'est que forcément le poids de cette situation économique, crise sociale, crise politique, etc., ne peut pousser le régime que dans l'option sécuritaire et répressive. C'est ce qui se passe actuellement. Deuxième paramètre, on ne comprend pas très bien du fait de tout cela pourquoi il y a une polarisation qui se fait sur le Maroc alors que les conflits et les tensions et les crises algériennes sont extrêmement importantes. Il y a là quelque chose c'est une construction politique, j'allais dire idéologique, mais le mot est excessif. Il y a une construction politique et de propagande qui est faite au niveau du régime d'Alger pour essayer de botter en touche, si je puis dire, et de dire que nous faisons ce que nous pouvons, mais en fait, ils peuvent pas grand-chose. Et puis, il y a cette fixation sur cet ennemi, entre guillemets, extérieur. Et il y a là des motifs d'interrogation. Décidément, l'Algérie, en ce début 2021, est dans une impasse totale, mais une impasse totale qui ne pourra pas maîtriser la contestation sociale et la dynamique sociale avec la mobilisation qu'on a vue, et qui sera un poids mort dans l'espace régional. Et de 3, le Maroc vient de recevoir son 3e lot de vaccins. Ils sont signés AstraZeneca et il s'agit de 4 millions de doses supplémentaires, n'est-ce pas? On a reçu 4 millions de doses. Donc là, le Maroc a 6 500 000 doses. Faut savoir que la campagne de vaccination a été élargie à la population de plus de 65 ans. Avant, c'était plus de 75 ans. Maintenant, en termes d'âge, mais aussi de fonctions et de métiers, quelles sont les catégories concernées dans l'immédiat par la campagne de vaccination au Maroc? Dans l'immédiat, on va continuer à vacciner les frontliners, mais sans limite d'âge, parce qu'avant, il y avait une limite d'âge, et les plus de 65 ans. Il faut savoir que les plus de 65 ans, ça représente à peu près 2 700 000 personnes. Mais toutes ces catégories-là, c'est combien de Marocains, on va dire? Alors au total, ça fait 3 472 966. Donc, techniquement, on si a compte assez de vaccins pour couvrir cette catégorie-là. Cette catégorie-là, et on compte dedans, bien sûr, le personnel du ministère de l'Éducation nationale, de la Santé, de l'Intérieur et des Forces armées royales. Et la cadence est bonne normalement. On est à combien? Oui, surtout que la cadence est bonne. Donc on est à 100 000 vaccinations par jour actuellement. Et donc je pense que ça devrait s'accélérer avec les lots de vaccins qu'on vient de recevoir. Bien sûr. Et si le ministère veut respecter la campagne de vaccination sur 12 semaines, il faudrait que la cadence augmente, qu'elle soit triplée même. Si on veut finir dans les 12 semaines, il faudrait qu'on vaccine 342 857 personnes par jour. Tout se passe bien donc, à une exception près, celle que AstraZeneca suscite bien des doutes. Il y a des voix qui s'élèvent pour en contester l'efficacité. Où en est-on? Et aussi le cas des nouveaux variants qui posent problème à ce niveau aussi. C'est un grand inconnu. Tout à fait. L'efficacité du vaccin est face au doute. Voici le point de vue de Taïb Hamdi, médecin et chercheur en système de santé. Le vaccin d'AstraZeneca a montré un haut degré de sécurité. C'est un vaccin qui n'a que des effets indésirables qui sont minimes, qui sont acceptables et qui sont, bien sûr, c'est des effets indésirables auxquels on s'attend. Petite fièvre, des céphalées, donc des effets indésirables prévisibles. Sur le plan efficacité, le vaccin AstraZeneca est un vaccin qui a un taux d'efficacité de 70%. 70% avec une fourchette qui va de 62% et le maximum de la fourchette, c'est 90% d'efficacité selon les protocoles utilisés. Mais prenons une moyenne de 70%. Pour évaluer un vaccin, l'efficacité du vaccin, on l'évalue généralement grosso modo sur trois paramètres. Il y a 2 paramètres primaires et un paramètre secondaire. Les 2 paramètres primaires, c'est quel est le taux d'efficacité du vaccin sur les formes légères et modérées, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le vaccin d'AstraZeneca, un vaccin, à quel pourcentage il est protégé. Pour le vaccin d'AstraZeneca, il est 70%. Donc, d'efficacité. La deuxième question et c'est le deuxième critère, c'est le deuxième paramètre direct, le primaire, c'est est-ce qu'il protège contre les formes graves, c'est-à-dire les cas critiques et les décès.
le vaccin d'AstraZeneca, il protège contre les formes graves et les décès avec un taux qui avoisine les 100%, selon les premières données donc, et qui se confirme avec la vaccination massive de la population dans le monde. Le troisième critère, c'est le critère secondaire, le paramètre secondaire, c'est est-ce que les personnes vaccinées avec AstraZeneca transmettent ou pas le virus. Tous les autres vaccins n'ont pas étudié cette question avec les essais cliniques. AstraZeneca l'a fait. Il a fait cette étude parallèlement à l'efficacité sur les deux autres paramètres. Et on a maintenant des études qui confirment que le vaccin d'AstraZeneca, après la première injection, après la première dose, primo, il a une efficacité de 75%. Et secondo, les 2/3 des personnes vaccinées après la première dose ne transmettent plus le virus. Maintenant, est-ce que le vaccin AstraZeneca, il est efficace sur les nouveaux variants? Si on prend le variant britannique, oui, le vaccin AstraZeneca, il est efficace. Sur le variant sud-africain, on a une étude sud-africaine qui a concerné 2000 personnes jeunes. Et d'après cette étude qui n'a pas encore été publiée, qui est en pré-publication, n'a pas encore été publiée, qui a conclu à une diminution d'efficacité du vaccin AstraZeneca chez les personnes, les personnes qui ont le variant sud-africain. Donc, on suppose que ce vaccin n'est pas aussi efficace contre le variant sud-africain qu'avec la souche dominante, la souche sauvage qu'on connaît, ou la souche britannique. On suppose. Parce que premièrement, c'est une étude qui n'a concerné que 2000 personnes, et donc c'est une étude avec un échantillon limité, restreint, et donc on attend à ce que d'autres études viennent conforter ces conclusions ou contredire ces conclusions. Notre émission s'achève, comme d'habitude, sur le meilleur et le pire de la semaine. Sur ce, à la semaine prochaine. Quand nous lisons l'histoire du Maroc, nous ne pouvons plus dire que les Sahraouis ne sont pas marocains. Parce que la dynastie almoravide, El Morabitoun, qui a posé les bases de l'Empire marocain, qui a régné sur le Maroc pendant près d'un siècle, qui a considérablement développé sa culture, ses arts, son système juridique, cette dynastie-là venait du Sahara, de l'île de Tidra plus précisément, et était composée de berbères sahraouis de la tribu des Sinhaja. Et si les émirs almoravides, Abou Bakr ibn Omar, Youssef ibn Tachfin, ne sont pas marocains, alors il faut m'expliquer qui est marocain, certainement pas moi. Donc en prenant en considération cette donnée historique, les Sahraouis sont marocains. Le Sahara est marocain, tout simplement parce qu'ils ont contribué à faire le Maroc. Et nous demander de nous séparer des Sahraouis, ce serait comme abandonner un membre éminent de notre famille. Qui pourrait trouver ça juste? Personne. Et comment ne pas mettre ce point en relation avec l'actualité et avec la clairvoyance immense, le talent diplomatique inouï de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui, suivant l'exemple de feu Sa Majesté son père Hassan II et de la glorieuse Marche verte, a réussi à faire admettre à nos alliés américains, qui sont la première puissance du monde, l'évidence qui s'impose à nous. خرجنا منهم ولاني من يطلع الماء فوقي صافي الناس غرق والتحيز ما عندهم ما. شحال من واحد انتيا وصلت تماك شحال شنو شفتي انتيا؟ ما عرفتش شحال المهم حنا خرجنا من التحت خرجنا شي 5 الناس ولا 6 بينات اللي بقى لتحت كلشي 35 هيداك ولا ما عارفاش بالضبط شحال كاين. ما عمرها وقعت هذه الكارثه، هذه كارثه كبيره وملي حسينا بهذا الماء يعني واحد نص ساعه الماء كاعنا يعني ماشي شي حاجه كبيره.